Excellent. Donc, bienvenue au webinaire de commotion cérébrale. On va entamer le tout de suite. Vous voyez bien le partage d'écran. Donc, le webinaire, c'est un webinaire de commotion cérébrale en contexte sportif. Je me présente, moi, c'est Eduardo. Le webinaire d'aujourd'hui, il a été organisé en fait par mon club sportif. Il va être animé par Frédéric Campeau, qui est la chef de produit dans l'entreprise. Donc, vous la voyez également, elle a le nom de mon club sportif, mais elle est juste là, en haut, avec la petite caméra. Avant de commencer, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, pendant qu'on accepte encore quelques gens. Euh, c'est très important le mode de fonctionnement qu'on a pris. On va vraiment fermer le micro de tout le monde, comme je disais tantôt, pour garder ça le moins chaotique possible, pour que le webinaire il soit fluide. On fait en sorte que le micro il soit fermé pour pas que les retardataires il y ait des bruits de fond ou quoi que ce soit. Donc, les micros vont être fermés. Bien sûr, la caméra, on vous invite à la garder ouverte, comme je disais tantôt, pour garder ça dynamique le plus possible. Euh, c'est plus le fun pour nous de garder ça en genre de style présentiel. Donc, n'hésitez pas à garder votre caméra ouverte, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Et comme je le disais également tantôt, le chat, il va toujours rester ouvert. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à la fin d'une période de questions, donc n'hésitez pas à écrire tu sais, vos questions, quoi que ce soit. On va essayer d'y répondre, évidemment, le plus vite possible en tant que tel. Excellent. All right. Donc, petit résumé rapide du parcours de Frédéric avant de commencer le tout. Frédéric, elle a complété un baccalauréat en intervention sportive et profil international et entrepreneurial à l'Université de Laval. Elle a continué son parcours avec une maîtrise en technologie éducative et à l'Université de TELUC. Clairement, c'était pas assez pour elle, donc elle a entamé une deuxième maîtrise en intelligence et transformation. C'est d'ailleurs là, justement, durant cette maîtrise-là, qu'elle a fait un projet de recherche sur la gestion et commotion cérébrale en sport qui est venu donner la solution à bon plus sportif. Donc, elle a également joué au soccer compétitif, elle, de son côté, senior D1 dans le 3A. Elle a également fait des championnats provinciaux en athlétisme. Donc, on a devant nous toute une athlète, bien sûr, entre nos mains. Ça, c'est pour le parcours de Frédéric Campo. Bon, qu'est-ce que mon club sportif? Mon club sportif, c'est l'entreprise qui a organisé ce webinaire. Mon club sportif, longue histoire courte, c'est vraiment une plateforme de gestion d'équipes sportives et culturelles. Elle a pour but de simplifier et sécuriser toutes les communications en centralisant l'information pour s'assurer d'une gestion plus efficace. On a plus de 400 000 utilisateurs, 45 000 équipes sportives, plus de 150 associations et écoles qui nous utilisent. Donc, vraiment, nous, notre but en général, c'est de simplifier la logistique pour qu'on retrouve le temps de partager notre passion. Tu sais, au début, quand on s'est inscrit dans les sports, quoi que ce soit, c'est pour faire connaître nos connaissances, partager notre passion. Donc, c'est ça qu'on cherche. On veut reprendre ce temps, éviter la logistique, puis prendre tout ce temps pour partager notre passion avec les jeunes athlètes ou autres. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus par rapport à mon quiz sportif, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous en donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'on va couvrir ensemble dans les 30 prochaines minutes? Premièrement, on va parler de la définition d'une commotion cérébrale ainsi que des statistiques intéressantes par rapport aux commotions cérébrales. On va enchaîner avec l'état de la situation dans les écoles qui arrive souvent, les conséquences des commotions cérébrales par la suite avec l'État. Ensuite, on va discuter de comment prévenir les commotions cérébrales et bien sûr, on ne vous présenterait pas le problème si on n'avait pas une solution de notre côté. Donc, on va présenter également les solutions qu'on a à partager. Et à la fin, on va se garder une petite période de questions, comme je disais tantôt, pour répondre à vos questions. Les objectifs de la rencontre, là, vous les voyez à votre droite un petit peu, mais c'est réellement de juste rendre tout le monde pour qu'ils sachent c'est quoi une commotion cérébrale, réellement une commotion cérébrale, pour que soyez en mesure de l'identifier préventivement ou avant que ça arrive ou même quand ça arrive, que vous soyez en mesure d'identifier le tout. Puis notre but ultime, là, c'est d'être capable d'insérer un plan de prévention pour la gestion des commotions cérébrales et être plus préventif par rapport à ça. Ça, c'est l'objectif visé du webinaire. Par la suite, je vais passer la parole à Frédéric, qui est notre chère personne qui va s'occuper de présenter le tout. Merci, Eduardo. Donc, comme l'a mentionné mon collègue, justement, je suis ici pour faire la synthèse des littératures que j'ai faites durant la dernière année, ben, les dernières années, en fait. Donc, je ne suis pas une experte, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas physiothérapeute dans le domaine, mais je pense qu'avec les littératures que j'ai faites, l'analyse que j'ai faite aussi de la situation au Québec, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de ce fléau-là, qui est encore malheureusement très présent dans notre société, comme vous allez le voir, et qui est aussi un peu tabou. Donc, c'est bien que vous soyez là aujourd'hui pour en faire un peu, prendre plus connaissance sur ce sujet-là. Donc, pour commencer, on va faire la définition de la commotion cérébrale. Évidemment, je pense que c'est important de commencer avec la fondation. Donc, une commotion cérébrale, c'est quoi? C'est un état confusionnel qui survient immédiatement après être soumis à une force appliquée directement ou indirectement à la tête. Donc, un élément à retenir ici qui est super important, qu'on a souvent tendance à penser, c'est que la commotion va arriver si on a un coup directement à la tête, mais c'est faux.
Donc, en fait, si par exemple, je prends un exemple au football où est-ce qu'il y a beaucoup de plaqués, par exemple, au niveau du corps, ben, une commotion peut aussi arriver à ce moment-là. Donc, de façon très, très simpliste, une commotion cérébrale, ce qui arrive, c'est que, comme vous savez, on a un cerveau qui baigne dans un jus, dans une espèce de liquide dans le crâne. Et si on a un transfert de force important au niveau du corps, ben, le cerveau peut bouger à l'intérieur de la boîte crânienne et se heurter aux parois. C'est à ce moment-là qu'on va voir un cerveau qui peut se déformer et des fibres nerveuses qui vont se rompre. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça va impacter sévèrement le cerveau, tout dépendant de la force qui a été appliquée. Un élément très important aussi à retenir aujourd'hui, c'est le syndrome du second impact que vous avez peut-être déjà entendu. Du moins, si vous commencez à faire plus de littérature par rapport à ça, vous allez sûrement l'entendre. C'est en fait super important parce que ça touche, ben, quand ça augure, quand il y a quelqu'un qui a un syndrome du second impact, on parle de 50% de cas de mortalité et les conséquences peuvent vraiment être catastrophiques. Le syndrome du second impact, c'est quoi? C'est simple. En fait, c'est si j'ai une première commotion cérébrale puis celle-ci n'est pas complètement guérie, et j'en subis une deuxième en même temps. Donc, le nom le dit un petit peu, là, ça donne un indice. Donc, c'est vraiment ça le syndrome du second impact. Évidemment, quand on a un syndrome du second impact, ce qui arrive, c'est que le cerveau va subir un gonflement aigu. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur l'athlète. Malheureusement, ça touche plus fréquemment les adolescents et les jeunes adultes. Donc, ici, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de parents, donc vous avez sûrement beaucoup d'enfants qui sont dans cette tranche d'âge-là. Donc, une raison de plus pour s'informer sur le syndrome de second impact et une raison de plus aussi pour s'assurer d'avoir une bonne prise en charge lors d'une première commotion cérébrale et s'assurer d'un retour au jeu sécuritaire à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous parler un peu de statistiques. Donc, je trouve ça important d'avoir toujours des statistiques dans un webinaire pour illustrer un petit peu plus concrètement le sujet qui est présenté. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a de 20 à 40 d'athlètes qui vont subir une commotion à chaque année. Donc, c'est vraiment pas un chiffre à négliger. Mais un autre chiffre intéressant, une autre statistique très importante à garder en tête, c'est que de ce 20 à 40 d'athlètes-là, il y en a 80 qui vont pas être diagnostiqués. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce 20 à 40 d'athlètes-là vont rester ben, sans surveillance, ils vont continuer à pratiquer leur sport, même si leur cerveau est impacté puis est sévèrement touché par l'impact qu'ils ont eu. Donc, c'est super important de garder en tête ces statistiques-là. Ça montre encore plus le problème, à quel point il est important en ce moment. D'ailleurs, les littératures disent beaucoup que la commotion cérébrale, c'est comme une épidémie silencieuse parce que justement, ça touche beaucoup de gens, puis malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas pris en charge correctement et malheureusement, ils continuent à performer dans leur sport malgré leurs blessures. Donc, une autre chose aussi intéressante, ces statistiques-là, je pense que vu que c'est un phénomène qui est encore un peu tabou, c'est intéressant d'avoir ces statistiques-là à portée de main pour en parler avec d'autres parents puis sensibiliser les gens par rapport à ça. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble la situation au niveau des écoles et des associations sportives amateurs, puisque c'est surtout ces équipes-là qu'on s'intéresse aujourd'hui. Vous êtes sûrement des gens qui participent à ce genre d'équipes-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est encore un enjeu, les commotions cérébrales dans les écoles et les associations? Donc, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de réponses à ça, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de réponses à ça, comme je disais, mais j'en ai identifié 6 qui me semblaient être les plus importantes, ceux qui sont ressortis davantage dans les documentaires et les recherches que j'ai faites. Donc, le premier, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de protocole de retour au jeu ou de gestion globale dans une école ou dans une association par rapport aux commotions cérébrales. Et pourtant, ça devrait faire partie d'une base, ça devrait faire partie des bases des procédures qui sont mises en place au sein de ces organisations-là. Donc, si évidemment on n'a pas de protocole, on n'est pas capable après ça de donner des rétroactions ou du moins une forme de guidance aux parents puis aux athlètes pour les aider par rapport à ça, ils sont comme un peu laissés de façon autonome, ce qui ne devrait pas arriver. Deuxième élément, donc ça, c'est un petit peu plus au niveau politique, je dirais. C'est sorti d'ailleurs d'un documentaire de Radio-Canada il y a quelques années. Donc, au niveau des associations sportives, malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que quand ils reçoivent une enveloppe budgétaire, ils vont plus investir cet argent-là dans un effet wow. C'est-à-dire, par exemple, je vais acheter des nouveaux équipements qui sont super beaux, qui flashent. Donc, les enfants vont être contents, les parents aussi. Mais malheureusement, c'est au détriment d'une action qui serait plus à portée sécuritaire. Donc, par exemple, investir dans un physiothérapeute ou 2 physiothérapeutes. Donc, c'est comme je le disais, c'est un petit peu plus politique. C'est évidemment pour avoir un siège pour l'année prochaine puis se faire apprécier par la communauté. Ensuite de ça, il y a des entraînements avec contact aussi qu'il faut considérer, surtout pour les sports évidemment comme le hockey ou le football. Ça, c'est peut-être plus au niveau, ben, je pense qu'il y a aussi autant au niveau des associations que des écoles secondaires. En fait, ce que les études indiquent, c'est que si on compare par exemple une équipe de football universitaire
avec une équipe de football secondaire. Le niveau universitaire, on s'entraînait avec moins d'entraînement avec contact par rapport au secondaire, ce qui est quand même étonnant. Puis c'est ça, en fait, ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que c'est important d'alterner entre des entraînements avec et sans contact parce que ça permet de moins exposer nos jeunes avec, ben, à des coups à la tête, évidemment, et donc de réduire les chances d'avoir une commotion cérébrale. Donc ça, c'est le troisième point. Ensuite de ça, le quatrième peut paraître assez normal, en fait, c'est assez de base, mais malheureusement, il y a encore un manque d'éducation et de sensibilisation qui est fait au niveau des commotions cérébrales. Donc, moi, dans mon temps, je me rappelle quand je m'entraînais, on parlait un petit peu de la commotion, mais c'était pas tellement discuté. Ce l'est de plus en plus. D'ailleurs, si on regarde dans les gyms, quand je me promène dans les écoles, je vois beaucoup d'affiches, un coup à la tête, on en parle, etc. Donc, c'est de plus en plus promu dans les médias et par le ministère, mais c'est encore un sujet qui est tabou. Même en parlant avec certains parents dans des focus groups, c'est ce qu'on a remarqué, malheureusement. Il faut qu'on commence à désensibiliser les gens puis on développe nos compétences par rapport à ça. Donc, bravo à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. C'est un pas en avant pour ça. Ensuite de ça, le cinquième point qu'on a remarqué, c'est que l'équipement n'est pas toujours adéquat. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, moi, j'étais la première à être surprise de ça, en fait. Les casques de hockey ont une date, pas de hockey, de football, excusez-moi, ont une date de péremption. Ben, en fait, ils sont comme un peu, après une certaine date, il faut les recertifier parce que ça se peut qu'ils soient désuets, un peu comme une voiture ou quoi que ce soit. Il faut vraiment les rétablir en bonne et due forme pour être sûr qu'ils sécurisent bien l'enfant. Et malheureusement, c'est pas toutes les écoles, pas toutes les associations qui vont prendre le temps ou l'argent de faire ça, mais c'est super important, encore une fois, pour bien équiper nos jeunes puis être bien sécuritaire à ce niveau-là. Le dernier point après ça, évidemment, le plus flagrant que vous avez sûrement déjà constaté, c'est le manque d'expertise sur les côtés du terrain. Donc, moi, par exemple, en coachant, j'ai vu évidemment que, par exemple, au niveau collégial, on va souvent avoir un physiothérapeute parce qu'on a un petit peu plus d'argent au collège, mais malheureusement, on va juste avoir un physio. Fait que ce physio-là ne peut pas être toujours partout sur toutes les parties de toutes les équipes sportives. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de sélection naturelle, si on peut dire, ou peut-être politique, je devrais dire, mais on va prendre ce physiothérapeute-là pour les grosses équipes ou celles qui rapportent un peu plus d'argent pour l'organisation. C'est souvent, malheureusement, par exemple, le football ou le hockey. Et les autres équipes vont malheureusement pas bénéficier de cette compétence-là, ce qui devrait pourtant être disponible pour toutes les équipes parce que tout le monde, personne n'est à l'abri des commotions cérébrales. Maintenant, je vais vous présenter un petit sondage qu'on a fait avec certains parents de MCS, ben, de mon club sportif. Je trouvais ça intéressant de vous présenter ça, même si on n'a pas une grosse population pour le questionnaire. Ça met un peu le portrait sur la société au Québec sportive. C'est quoi qu'on a comme outil ou qu'on n'a pas comme outil en ce moment pour la commotion cérébrale. Donc, la première question qu'on a posée, c'est est-ce que vous avez accès à un processus de signalement? Donc, est-ce que vous êtes capable dans votre équipe sportive, tant dans l'association sportive que dans l'équipe scolaire, de signaler si, par exemple, votre enfant a une commotion, puis aviser l'équipe dans son ensemble que, par exemple, Thomas ne peut pas jouer parce qu'il a une commotion, ou vous soupçonnez peut-être que Thomas a une commotion. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a 44 des gens qui ont dit ne pas avoir un tel processus à leur disposition. Donc, évidemment, ça vient encore une fois impacter le bon fonctionnement de la gestion des commotions cérébrales. Une deuxième question après ça qui était un peu dans la même lignée. Donc, est-ce que vous avez accès à un processus pour gérer les commotions? Donc, une fois qu'il y a un diagnostic, une fois qu'on a établi ça, est-ce que vous êtes capable de gérer ensuite avec votre enfant cette commotion-là ou pas? Et donc, comme vous pouvez voir, il y a 33 qui ont dit ne pas avoir un tel processus. Et aussi, si on peut regarder à la dernière ligne, on voit qu'il y en a 33 qui disent ne pas savoir s'ils ont un processus comme ça. Donc, évidemment, si on ne sait pas si on a un processus comme ça, on peut sous-entendre qu'ils ne l'utilisent pas, évidemment. Donc, on tombe à 66 de parents qui n'ont pas accès à un tel processus. Donc, ce genre de statistiques-là nous amène à nous poser des questions comme, ben, qu'est-ce que vous faites si, par exemple, vous n'avez pas un processus comme ça? Est-ce que vous allez voir un médecin? Est-ce que vous lisez par vous-même? C'est quoi que vous faites pour aider votre jeune par rapport à ça? Donc, maintenant, évidemment, on va regarder les conséquences, qui est comme un des trucs les plus importants. Donc, qu'est-ce qui arrive chez un enfant ou un athlète qui a une commotion cérébrale? Donc, avant de rentrer dans ces détails-là, je vous amène en fait, à vous présenter que la commotion cérébrale, comme vous avez pu constater, c'est quand même un dilemme, c'est très compliqué. Donc, par exemple, si on compare une blessure visible, telle qu'une fracture ou une entorse, la blessure est visible. Donc, c'est sûr que c'est facile pour nous de savoir que l'enfant peut pas jouer et qu'il est en mauvais état. Par contre, la commotion cérébrale, puisque c'est une blessure qui se situe au cerveau, ben, c'est facile à dissimuler, c'est beaucoup moins tangible. Et donc, comme vous pouvez voir dans le premier point ici, il y a 49 des athlètes qui ne vont pas rapporter ces zones de commotion cérébrale.
Donc, évidemment, moi, j'étais un jeune de 14 ans. Là, j'ai beaucoup de plaisir avec mon équipe de soccer. Puis j'ai une commotion ou en tout cas, je sens que je vais pas bien, mais la commotion, on la voit pas. Fait que si j'ai vraiment envie de poursuivre mon sport, ben, c'est facile pour moi de dire, maman, ben, ça va, je suis capable de continuer, etc. Donc, malheureusement, ça fait en sorte que c'est difficile pour nous de diagnostiquer puis d'aider après ça les jeunes par rapport à ça. Donc, par rapport à ça, c'est important aussi de rester très conservateur quand on soupçonne une commotion cérébrale. Et surtout, il ne faut jamais se fier au jugement de l'athlète. Donc, comme vous allez voir tout à l'heure, il y a des trucs qu'il faut qu'on fasse pour s'assurer de regarder des trucs qui sont plus concrets et non seulement se baser sur le jugement de l'athlète qui dit oui, j'avais bien, je peux continuer. Deuxième élément, pourquoi c'est complexe, la commotion cérébrale, c'est que les symptômes sont transitoires, subtils et même des fois invisibles. Et donc, c'est super important de se fier aux signes qu'on observe chez l'enfant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un signe, c'est ce qu'on voit chez la personne. Un symptôme, évidemment, c'est ce qu'on ressent. Donc, les études indiquent ici qu'après 10 jours suivant l'accident, les symptômes sont complètement disparus. Et ensuite de ça, si on regarde au niveau des tests neuropsychologiques, donc c'est encore un petit peu plus élevé comme test, bien malheureusement, de 10 à 14 jours après la commotion, ceux-ci peuvent être normaux. Donc, on peut penser que l'enfant est correct parce que les tests apparaissent normaux, mais c'est pas du tout vrai. Il faut vraiment s'assurer de continuer à surveiller l'enfant puis à faire des exercices spécifiques jusqu'au retour progressif, en respectant évidemment la procédure qui a été mise en place par le gouvernement à cet effet. Donc, ça m'amène à vous parler maintenant des conséquences à long terme parce que malheureusement, les commotions cérébrales, c'est pas quelque chose qui va impacter votre enfant à court terme. Ça peut avoir des impacts sur le très, très long terme. Donc, ça a des effets cumulatifs. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, si j'ai une première commotion cérébrale, j'ai 5 fois plus de chances d'en subir une deuxième. Et ça, ce chiffre-là va vraiment aller de façon exponentielle, de façon beaucoup plus importante à chaque fois que j'ai une commotion cérébrale. Donc, la deuxième fois que j'ai une commotion, j'ai 9 fois plus de chances d'en avoir une troisième. Et si j'ai une troisième commotion cérébrale, j'ai 27 fois plus de chances d'en avoir une quatrième. En plus, les études indiquent malheureusement qu'après la troisième commotion cérébrale, j'ai beaucoup plus de probabilité d'avoir une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer. Donc, c'est quand même pas rien. Puis ça augmente en fait par un facteur de 10. Donc, je vous laisse prendre le temps de regarder cette diapositive-là. Moi, la première fois que j'ai constaté ces statistiques-là, j'étais vraiment sous le choc. Donc, c'est vraiment encore une fois pour vous montrer à quel point c'est important de vraiment bien prendre en charge les commotions cérébrales parce que les conséquences sont vraiment pas négligeables. La petite diapositive ici, je trouvais ça intéressant de vous montrer en fait les signes et symptômes généraux qu'une personne peut avoir quand elle a une commotion cérébrale, simplement parce que on a souvent tendance à penser qu'une commotion va simplement toucher le physique et le cognitif, évidemment, parce que le cerveau est atteint, mais il y a aussi l'émotionnel et le sommeil qui vont être impactés par la personne. Donc, quand on regarde ça comme ça de façon très macro, on voit qu'en fait, la personne est impactée sur tout le fonctionnement global au complet de sa personne. Et aussi, un truc intéressant que je trouvais à analyser, en fait, quand je regardais ça, c'est que, comme vous le savez, des jeunes adolescents sont dans une grande phase de développement, de recherche d'identité. Ils passent par des grosses montagnes russes d'émotions. Si en plus on a une commotion cérébrale, ben là, on vient encore plus impacter ce côté-là un petit peu plus sensible qu'ils vivent en ce moment. Donc, c'est vraiment pas à négliger quand on parle d'une commotion cérébrale, c'est vraiment l'ensemble du fonctionnement global de l'enfant qui va être impacté. La petite diapositive ici, c'est pour vous montrer les signes d'alarme. Donc, tantôt, je parlais des symptômes et de signes. Les signes d'alarme, c'est super important parce que si vous êtes témoin d'un signe d'alarme, la première chose que vous devez faire, c'est vous rendre immédiatement à l'hôpital, soit par vos moyens ou par une ambulance, parce que ça veut dire que l'enfant est dans un état beaucoup plus critique qu'on pourrait le penser. Et donc, il faut qu'il observe son cerveau avec un médecin rapidement. Donc, je ne vais pas les énumérer au complet, mais comme vous pouvez voir, évidemment, c'est des signes d'alarme, c'est assez évident. Donc, on parle de crise d'épilepsie, perte de conscience, etc. Donc, ça m'amène à vous parler de comment on peut faire la prévention des commotions cérébrales, parce qu'évidemment, c'est bien beau d'avoir ce fléau-là, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour essayer de changer ça, puis au moins essayer de réduire les conséquences par rapport à ça? Donc, la première chose que je voulais vous montrer, bien évidemment, Internet regorge d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y en a des meilleures que d'autres, mais je me suis arrêtée sur ce titre-là que d'ailleurs, je voulais juste vous dire, toutes les informations et les études que j'ai lues sont présentées à la fin du webinaire. Donc, s'il y a des gens qui sont plus curieux, qui ont envie de pousser un peu leurs compétences par rapport à ça, sachez que toutes les informations se retrouvent dans le webinaire à la dernière page. Mais pour venir sur le site web ici, c'était super complet, super intéressant. Puis je me suis arrêtée sur la responsabilité des écoles au niveau des directeurs. Donc, directeurs et directrices d'école, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi votre responsabilité par rapport aux commotions cérébrales? Je trouvais ça intéressant de savoir ça aussi en tant que parent. Qu'est-ce que vous devriez vous attendre dans votre école par rapport à ça?
Donc, la première chose ici qu'il disait, c'est de désigner une personne ressource centrale, évidemment, qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper des jeunes qui ont une commotion cérébrale, qui va être attitré à ça, puis à s'assurer de leur sécurité. Évidemment, c'est assez évident. Mais la deuxième aussi que je trouve intéressante, c'est d'avoir des mesures d'adaptation pour les examens et les évaluations. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un enfant qui a une commotion cérébrale, comme vous avez pu le voir, oui, il va être impacté physiquement, donc il ne pourra pas poursuivre son sport comme à l'habitude, ça va prendre un certain temps, mais il va aussi être impacté au niveau cognitif. Donc, un enfant qui a une commotion cérébrale ne peut pas retourner sur les bancs d'école comme à l'habitude. Il faut vraiment qu'il y ait une adaptation qui se fasse tranquillement, qu'il fasse des petits exercices intellectuels progressifs pour après ça pouvoir vraiment revenir comme à l'habitude dans la classe. Donc, ça, c'est deux choses intéressantes à savoir aussi pour les directeurs d'école. Donc, suivant tout ça, qu'est-ce que nous, on peut faire pour devenir un leader de changement? Ça semble être un fléau tellement important, qui est difficile, complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la première chose, évidemment, c'est de s'éduquer, un peu comme vous faites aujourd'hui. Je vous encourage aussi à aller voir davantage d'autres ressources pour approfondir vos compétences par rapport à ça, mais c'est déjà un premier pas que vous faites aujourd'hui. Ensuite de ça, c'est d'être capable de faire l'identification. Donc, oui, on peut savoir c'est quoi une commotion, on peut savoir les signes et symptômes, mais après ça, d'être capable d'identifier quand ça arrive sur le coup pour être capable, après ça, de faire une intervention rapide. Et donc, sachez aussi que dans une commotion cérébrale, les premiers instants sont critiques. Donc, si par exemple Thomas a une commotion, puis genre, vous pensez que dans le match, Thomas a probablement de fortes chances d'avoir une commotion cérébrale, c'est très, très important d'intervenir rapidement puis de sortir immédiatement du jeu et pas attendre après le match ou 2, 3 jours après pour intervenir. C'est vraiment, vraiment critique les premières minutes. Ensuite, évidemment, c'est de faire l'évaluation. Donc là, à ce moment-là, on tombe dans le côté plus expert. Évidemment, il faut qu'on aille voir un médecin ou du moins quelqu'un qui a l'expertise dans la matière pour faire une analyse du cerveau, puis avoir un diagnostic officiel. Si on le sait que dans les écoles, c'est super important pour certaines écoles d'avoir le diagnostic pour pouvoir faire arrêter l'enfant dans ses pratiques, puis adapter justement le quotidien de l'enfant dans son quotidien à l'école. Et finalement, la dernière étape, ben, c'est évidemment de gérer la commotion, donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire step by step, de façon progressive, en respectant les activités intellectuelles et les activités physiques aussi qui sont établies par le ministère de l'Éducation en ce sens. Donc, un retour à l'école et un retour dans le sport progressif. Deux éléments à retenir ici. Oups, je suis un peu trop rapide. Donc ici, ce que je présente à l'écran, je trouvais ça super intéressant de vous montrer ça parce que c'est votre meilleur ami pour les commotions cérébrales. En fait, c'est ce qui est disponible en ligne gratuitement pour tout le monde. C'est un outil qui permet la reconnaissance des commotions cérébrales. Donc, c'est comme un aide-mémoire. Donc, si, par exemple, moi, je suis parent, je vous conseille fortement de télécharger ça parce qu'en fait, c'est un aide-mémoire sur tous les signes et symptômes qu'il faut observer si on soupçonne justement qu'un enfant a une commotion cérébrale. Donc, si par exemple, je suis un parent puis je m'en vais dans une partie j'ai ça à ma disposition, puis je soupçonne que Thomas, par exemple, a une commotion cérébrale, ou mon enfant a une commotion cérébrale, je peux sortir ça, puis tout de suite analyser la situation de façon beaucoup plus proactive. Donc, juste à titre juste pour vous informer, ça s'appelle le CRT5, puis je pense aussi que le CRT6, mais en version anglaise, qui est sorti récemment, si jamais vous voulez voir le plus nouveau, si on peut dire. Et donc, pour terminer, évidemment, j'ai parlé beaucoup de choses assez, comme je le disais, c'est un fléau. C'est très, très, très triste la situation en ce moment avec les commotions cérébrales, mais pourtant, on peut quand même avoir des changements positifs si on met en place des politiques, des réglementations, puis on essaie justement de changer le système par rapport à tout ça. Donc, un exemple ici, qui je pense qui date de 2002, si je ne me trompe pas. Donc, on a fait, dans le Hockey Canada, on a mis une tolérance zéro puis depuis ce temps-là, on a vu une diminution de 30 des coups à la tête. Donc évidemment, quand on instaure des choses comme ça, ben, on peut voir des effets positifs et aller vers une société un petit peu plus bienveillante pour nos jeunes athlètes. Et donc, pour terminer, comme mon collègue disait, je vais vous présenter rapidement la solution qu'on aimerait implémenter éventuellement chez MCS, donc chez mon club sportif, en termes de gestion des commotions cérébrales. Donc, j'ai fait un petit schéma ici pour vous présenter globalement, mais ça comporte vraiment deux volets bien, bien distincts. Donc, la première chose qu'on voudrait avoir, c'est un signalement en temps réel. Donc, d'être capable en tant que parent ou entraîneur, par exemple, de dire en temps réel si Thomas a une commotion cérébrale et d'aviser l'ensemble de l'équipe. C'est un premier pas qu'on voudrait faire puis installer dans la plateforme. Ça va permettre justement de notifier tout le monde, d'aviser tout le monde, mais surtout de retirer le joueur rapidement et de le prendre en charge immédiatement, comme je disais, parce que c'est super critique dans une commotion cérébrale. Et ensuite de ça, le deuxième volet, c'est vraiment l'intervention guidée et partagée qu'on veut vraiment solliciter auprès de l'équipe parce qu'on veut vraiment que tout le monde s'unifie ensemble pour aider l'athlète le plus possible et assurer un retour progressif à l'école et dans l'équipe, comme je disais tout à l'heure. Donc, voici pour notre solution MCS.
pour la gestion des commotions cérébrales. Donc, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui au webinaire pour les commotions cérébrales. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu des chats pendant que je parlais, probablement des questions, des commentaires. Je vous encourage à lever votre main. On va pouvoir vous donner la parole, puis on va pouvoir discuter ensemble de tout ça. Merci. Absolument. Merci encore, Frédéric.